Quand j'ai commencé à apprendre le développement web côté serveur, j'étais déjà très confiant dans mes compétences. J'avais déjà fait des applications de bureau, des petits jeux, touché à des concepts de programmation assez pointus, et fait du web côté client. Et tout avait toujours très bien fonctionné pour moi. Du coup, mon plan d'apprentissage était simple. J'avais juste à apprendre un nouveau langage de programmation, pratiquer jusqu'à devenir bon et prendre les bonnes pratiques, puis passer sur des frameworks et des modèles un petit peu plus poussés pour développer plus efficacement. Je me suis complètement planté sur toute la ligne. Je vais la faire courte. Le développement web côté serveur, c'est difficile. Quand on commence à s'y intéresser, on se rend vite compte que c'est bien plus compliqué que de simplement apprendre de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts. Et la raison, c'est que de manière générale, quand vous apprenez à programmer dans un langage ou un framework, vous avez besoin dans un premier temps d'apprendre les grands concepts, c'est-à-dire la manière dont ça fonctionne, puis de mettre en pratique le plus rapidement possible. Le souci, c'est que quand vous commencez le développement web côté serveur, ce que l'on appelle le back-end, vous êtes poussé dans un environnement de développement déjà tout cuit, où tout est déjà construit et chaque petite chose est à sa place. Dans un sens, ça a l'air d'être une bonne chose, puisqu'au moins on n'a rien à faire from scratch, et 80% du travail est déjà fait. Mais ça signifie que si vous voulez apprendre le back-end correctement, vous allez devoir passer par une grosse partie théorique, c'est-à-dire connaître les différents éléments qui constituent l'environnement back-end, comment ils fonctionnent et comment ils s'agencent entre eux. Par exemple, je veux programmer en PHP, mais on me dit qu'il faut installer Apache ou Nginx. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Ou alors, je veux faire transiter des données et on me dit d'utiliser les méthodes HTTP GET et POST. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi la différence entre les deux? Et surtout, avec quoi je programme? PHP, Node.js, ASP.NET, Django, Ruby on Rails? Pour le développement front-end qu'on a exploré dans la vidéo précédente, c'était facile vu qu'il suffisait de suivre les normes et on finissait par trouver sa voie. Mais ici en back-end, l'environnement est tellement bien construit et le panel de technologies tellement large que ça devient difficile de s'y intégrer. Et on se retrouve un peu comme un étudiant qui rejoint une nouvelle école en milieu d'année. Tout fonctionne tellement bien autour de nous qu'on ne sait plus à quoi se rattacher. Alors si vous êtes effectivement nouveau dans une école, je peux pas vous aider, vu que c'est pas vraiment dans mon domaine de compétences. Mais pour ce qui est du développement web, il y a bien une porte d'entrée qui, une fois que vous l'avez maîtrisé, va vous permettre de comprendre tous les tenants et les aboutissements de la programmation en back-end. Et cette porte d'entrée, elle tient en un simple schéma, l'architecture 3 tiers. L'architecture 3 tiers, c'est le modèle fondamental qui explique la manière dont fonctionne le web. Il permet non seulement de séparer correctement les différents acteurs du web, mais surtout de pouvoir suivre à la trace tout le processus entre le moment où l'utilisateur demande une page web et le moment où il la reçoit dans son navigateur. Voici comment ça se présente. D'abord, on a le premier tiers, le client, c'est-à-dire l'ordinateur qui navigue sur le web. Le deuxième tiers, c'est le serveur web. C'est lui qui va réceptionner les demandes de page web du client et lui renvoyer le résultat. Et le troisième et dernier tiers, c'est le serveur de base de données, qui va contenir toutes les données qui vont être exploitées par le serveur web. Donc ça, c'est vraiment la surface de l'architecture 3 tiers. Mais avant de plonger vraiment dedans, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si essentiel de connaître ça. Je veux dire, après tout, pourquoi pas commencer à développer avec un langage facile comme PHP et puis apprendre au fur et à mesure des besoins? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument commencer par essayer de comprendre ce schéma barbare alors qu'on l'a même pas touché à sa première ligne de code? Et la réponse, elle tient en 2 points. Premièrement, si vous comprenez ce schéma, vous comprenez le web. Ça veut dire que vous saurez exactement ce que vous faites et pourquoi vous faites ça d'une manière et non d'une autre. Imaginez que vous commencez par apprendre le PHP. Vous créez votre petit fichier .php, vous mettez votre code, puis vous appelez le fichier depuis votre navigateur et une page s'affiche. Alors ok, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment est-ce que vous avez récupéré la page? Est-ce que le navigateur a été la rechercher sur le serveur? Pourtant, si vous regardez le code de la page, le PHP a complètement disparu. Mais d'un autre côté, l'URL pointe bien sur un fichier .php, donc ça doit être forcément ça, non? Quand vous commencez à vous poser des questions comme ça,
il y a deux manières de réagir. Soit vous continuez à programmer en vous disant que vous allez bien comprendre un jour avec la pratique, ce qui ralentit grandement votre progression, vous bloque fréquemment et vous fait prendre de très mauvaises habitudes. Et je connais bien la chanson vu que c'est exactement ce que j'ai fait. Et pour remonter la pente, ça a été catastrophique. Ou alors, vous naviguez sur internet pendant des heures pour trouver les réponses à toutes vos questions, avant de vous rendre compte au final que toutes vos interrogations sont explorées dans l'architecture 3 tiers. En d'autres termes, la seule et unique manière de commencer efficacement le développement web côté serveur, c'est de passer par cette étape théorique. Et une fois ça passé, vous aurez toutes les pièces du puzzle pour commencer à programmer de manière consciente en sachant exactement ce que vous faites. Et c'est pour ça que si un jour, après avoir, mangé un truc pas frais dans un restaurant chinois, je me réveille le matin en ayant perdu toutes mes compétences en développement web, bon déjà la première chose que je fais c'est de porter plainte contre le resto, mais ensuite ça serait de regarder cette vidéo que je suis en train de tourner maintenant, puisqu'elle va vraiment vous apporter toutes les clés pour commencer l'aventure de manière efficace et ne pas répéter les erreurs que j'ai commises et qui m'ont fait perdre vraiment des mois de travail. Et la deuxième raison qui en découle, c'est qu'une fois que vous avez vu ça, vous allez comprendre que le choix de votre langage et de votre solution pour commencer à programmer, c'est en fait beaucoup moins important que vous le pensez. Parce que même si les solutions de back-end sont toutes très différentes les unes des autres, les prérequis et les résultats sont exactement les mêmes à chaque fois. Autrement dit, une fois que vous avez vu ça, vous allez pouvoir apprendre toutes les technologies de back-end très facilement. Vous n'aurez plus besoin de repartir de zéro si vous décidez de passer de PHP à Node.js, puisque même si ces deux technologies sont incomparables, la manière dont elles s'intègrent dans le web est exactement la même. Donc maintenant qu'on a démêlé ce point-là, on va pouvoir démarrer. Le World Wide Web, que l'on appelle simplement le web, c'est un environnement composé de milliards de ressources en tout genre, comme des pages web, des images ou du simple texte, distribuées sur le réseau Internet. Et cet environnement, on peut le parcourir avec un navigateur. C'est lui qui va nous permettre de pouvoir lire la plupart des ressources du web, notamment les pages. Le principe repose sur 3 choses. Chaque ressource est plus ou moins reliée entre elles. C'est pour ça que vous pouvez passer en quelques clics de votre banque en ligne à YouTube. Ou alors d'un article de blog sur les plantes aquatiques d'Argentine à cette photo de chat trop mignon. Chaque ressource est identifiée par une chaîne de caractères que l'on appelle l'URL, et la communication avec ces ressources se fait à l'aide d'un protocole que l'on appelle HTTP. Donc pour faire simple, notre client, quand il va accéder à une page web en cliquant sur un lien, va en réalité envoyer une requête via HTTP à la ressource correspondant à l'URL qui se cache derrière son lien, pour pouvoir la télécharger et ainsi la lire dans son navigateur. Et je parle de lien, mais ça marche de la même manière avec tout. Les boutons, les redirections automatiques, vos favoris, ou alors simplement en tapant à la main l'URL dans la barre de recherche. On va s'intéresser un petit peu plus en détail à l'URL pour voir de quelle manière elle va identifier la ressource à laquelle on veut accéder. Donc voici un exemple d'URL tout à fait normal, et pour comprendre comment ça fonctionne, je vais la diviser en 3 parties. La première partie, qui est la même pour la plupart des URL, représente le protocole que le navigateur va utiliser pour récupérer la ressource. Donc évidemment, comme je l'ai dit précédemment, le protocole de communication sur le web, c'est HTTP. Et c'est pour ça que cette partie est quasiment toujours HTTP ou HTTPS, qui est la version sécurisée de HTTP. Mais ce ne sont pas les seuls qui existent. Pour prendre juste un exemple, vous avez le file, qui n'est pas exactement un protocole mais qui fonctionne de la même manière, qui permet de cibler non pas une ressource sur le web, mais une ressource présente directement sur votre ordinateur. Pour ce qui est des 2 points //, ils n'ont pas vraiment de signification, c'est juste une convention qui permet de séparer le protocole du reste de l'URL. Ensuite, on a l'hôte, c'est-à-dire le serveur que l'on vise avec notre URL. L'hôte prend quasiment toujours la forme d'un nom de domaine, qui est plus ou moins l'identifiant unique d'un serveur web. Sauf que si vous vous y connaissez un petit peu en réseau, vous savez que c'est pas vraiment vrai, puisque le réel identifiant unique d'un serveur, c'est son adresse IP, une succession de 4 chiffres en 8 bits séparés par des points.
Et avoir l'adresse IP d'un serveur, c'est absolument indispensable, puisque le nom de domaine seul ne sert à rien. C'est juste une manière de dissimuler l'adresse IP pour la rendre un peu plus conviviale. Donc ça veut dire que quelque part, notre requête va faire un détour vers ce que l'on appelle un serveur DNS. Un serveur DNS, c'est un serveur qui est déjà connu par notre ordinateur et qui va servir simplement à récupérer l'adresse IP qui se cache derrière un nom de domaine. Et grâce à celle-là, on va pouvoir contacter notre serveur. Et d'ailleurs, pour n'importe quel site web, vous pouvez tout simplement essayer de remplacer le nom de domaine par l'adresse IP du serveur dans l'URL et vous verrez bien que vous obtenez exactement le même résultat. Et la troisième partie, c'est tout simplement le reste de l'URL qui va nous permettre de localiser la ressource sur le serveur. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, puisque même s'il y a plus ou moins des conventions sur comment cette partie se décompose, chaque serveur web et technologie de back-end ont un peu leur manière d'identifier les ressources. C'est pour ça que d'un site à l'autre, vous pouvez avoir des URL avec un format complètement différent. La manière la plus classique, et celle qui est utilisée en général pour les ressources simples comme les images, etc., c'est de simplement pointer sur la ressource dans l'arborescence du serveur en séparant les nœuds par des slash. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des slash dans une URL qu'elle pointe nécessairement sur une ressource dans l'arborescence du serveur. Il faut vraiment comprendre que chaque techno a sa manière de traiter le problème. Maintenant, avec l'URL, on sait où trouver notre ressource, mais encore faut-il pouvoir la récupérer. Pour ça, on va utiliser un protocole de communication, qui est un ensemble de règles qui permet la télécommunication entre deux réseaux. Les protocoles, il y en a plein pour plein de besoins différents. Mais celui qu'on utilise sur le web, c'est le protocole HTTP ou son équivalent sécurisé HTTPS. Ça fonctionne de la manière suivante. On envoie une requête HTTP vers un serveur pour demander une ressource et le serveur nous répond avec une réponse HTTP qui peut contenir ou non la ressource demandée. Donc ça, c'est pour la théorie. Dans la pratique, une requête HTTP, ça ressemble à ça. Un simple flux de texte contenant diverses informations. Alors vu comme ça, c'est un peu barbare, mais on comprend vite le principe quand on divise la requête en trois parties. Dans un premier temps, on a la première ligne de la requête qui contient trois informations qui sont toujours les mêmes. La méthode HTTP, qu'on appelle aussi le verbe, on reviendra dessus un petit peu plus tard. La localisation de la ressource, c'est-à-dire la dernière partie de l'URL, et la version d'HTTP utilisée. Cette ligne, c'est le strict minimum pour pouvoir faire une requête HTTP. En théorie, tout le reste est optionnel. Ensuite, on a les en-têtes de la requête, en anglais les headers. Cette partie va contenir plein d'informations structurées au format clé-valeur qui vont être exploitées par le serveur web. Par exemple, on va retrouver l'host, qui est le nom de domaine ou l'adresse IP du serveur que l'on souhaite contacter. C'est à peu près le seul header qui est réellement indispensable si vous voulez contacter un serveur sur Internet. Et bien sûr, votre navigateur remplit automatiquement ce header grâce à la seconde partie de l'URL. Un autre header pratique, c'est le User Agent, qui indique simplement quel navigateur et quel système d'exploitation le client utilise. Ou encore le Accept, qui permet d'indiquer au serveur quel type de ressources on accepte en réponse, puisqu'on n'a pas forcément envie de récupérer n'importe quoi venant de lui. Et tous ces noms de headers sont en fait issus de conventions, de manière à ce que les requêtes HTTP soient compatibles avec toutes les technologies. Si vous avez vu ma vidéo précédente, c'est à peu près la même chose qui se passe avec HTML. On essaye d'uniformiser un maximum HTTP de manière à ce que les technologies s'alignent sur les conventions. Comme ça, les navigateurs produisent tous les mêmes requêtes et les serveurs web les réceptionnent toutes de la même manière. Et idem pour les réponses. Et la troisième partie, c'est le corps de la requête, en anglais le body. Il fonctionne complètement à l'inverse des headers, puisque les données de l'entête sont structurées et normalisées, alors que le body permet d'accueillir tout et n'importe quoi, et ensuite c'est au serveur web de faire le tri. Et là où ça va nous intéresser, c'est qu'en général, les headers vont être automatiquement pris en charge par votre serveur web, puisque ce sont des informations qu'il concerne surtout lui. Alors que pour le body, ce sera au programmeur de jouer pour exploiter ces informations.
La raison, c'est que les headers sont en général utilisés pour des besoins très spécifiques. Par exemple, quel type de ressources sont acceptées en réponse, alors que le body va être utilisé pour des besoins assez particuliers, comme la récupération de réponses d'un formulaire par exemple. Alors je dis qu'on peut y mettre un petit peu de tout et n'importe quoi dans notre body, mais en général, les développeurs vont essayer de s'arranger pour recevoir des corps de requêtes contenant des informations dans des formats faciles à exploiter, comme XML ou JSON, pour se simplifier la tâche. Avant de conclure, j'aimerais repasser sur les différentes méthodes HTTP, qui sont, je le rappelle, le tout premier mot que vous allez lire dans une requête. La méthode, en fait, c'est un mot-clé, donc en général un verbe anglais, qui va simplement permettre d'indiquer l'objectif de votre requête. Et selon la méthode que l'on utilise, ça va un peu changer la manière dont vont se structurer les requêtes et dont le serveur va les interpréter. Prenons pour exemple les deux méthodes HTTP les plus connues, celles que vous allez utiliser tout le temps, les méthodes GET et POST. La méthode GET permet d'indiquer que vous souhaitez simplement récupérer une ressource. Et par conséquent, étant donné qu'il ne s'agit que d'une demande, la plupart des serveurs web ne vont même pas regarder le corps de votre requête, vu que ça ne leur sert à rien et c'est potentiellement dangereux pour eux. Mais du coup, si vous avez quand même besoin de passer des données au serveur pour récupérer votre ressource, vous allez être obligé d'utiliser des méthodes détournées, par exemple en mettant directement vos données dans la dernière partie de l'URL. C'est pour ça que sur certaines pages, vous vous retrouvez parfois avec des URL très bizarres. C'est notamment le cas sur Google Maps où vous allez récupérer votre carte grâce à une requête HTTP GET en lui envoyant directement les coordonnées de la position que vous voulez dans l'URL. Et d'un autre côté, vous avez la méthode POST. Son but, c'est d'envoyer des données sur un serveur. C'est notamment la méthode qui est utilisée le plus souvent quand vous soumettez un formulaire ou que vous envoyez un fichier. Du coup ici, les données du body sont critiques et le serveur prendra soin de les lire avec beaucoup d'attention. Mais bien sûr, ça c'est que de la théorie. Dans la pratique, vous pouvez très bien récupérer des ressources avec POST et envoyer des données avec GET. Il faut simplement comprendre la différence entre les deux et choisir la bonne selon la situation. Par exemple, si vous avez besoin de beaucoup de paramètres pour récupérer une ressource, il peut être utile de les mettre directement dans le body, et donc de passer par une méthode POST, alors que le choix judicieux à première vue aurait été de simplement utiliser une méthode GET. Donc pour résumer, une requête HTTP est décomposée en trois parties. La première ligne qui indique la méthode ainsi que la localisation de votre ressource, les headers qui sont des paramètres de configuration qui vont influencer le comportement du serveur web, et le body qui contiendra les données que vous allez envoyer au serveur. Donc ça, c'était pour les requêtes HTTP. Mais pour les réponses, ça fonctionne exactement pareil. On y retrouve les headers qui sont cette fois-ci destinés au client qui expliquent un peu comment le navigateur est censé se comporter avec ces informations. Et le body qui contient la ressource que l'on a demandée. Donc par exemple, si on demande une page web, tout le code HTML se trouvera dans le body de la réponse HTTP. La seule différence, c'est la première ligne, qui ne contient pas les mêmes informations. Dans la réponse, on retrouve d'abord la version d'HTTP, puis le code de statut ainsi que l'explication de ce code. Le code de statut, c'est un code à 3 chiffres qui permet d'indiquer si notre requête a réussi ou non et pourquoi. Encore une fois, ces codes sont normalisés, donc ils seront toujours les mêmes, peu importe la technologie. Et parmi les codes connus, on retrouve par exemple le code 200, qui indique que la requête s'est déroulée correctement, le code 404, qui signifie que le serveur n'a pas su trouver la ressource que vous lui avez demandé, ou encore le code 500, qui signifie que le serveur a rencontré un problème suite à votre requête. Mais celle-là, en général, les sites web préfèrent bien la dissimuler. À ce stade, le client a demandé une ressource à notre serveur en envoyant une requête HTTP. Et c'est à ce moment-là que l'on passe sur la couche 2 de l'architecture 3 tiers, à savoir le serveur web. Alors déjà, c'est quoi un serveur web exactement ? En fait, c'est tout simplement un logiciel qui permet de lire et de répondre à des requêtes HTTP.
Alors ça peut peut-être vous surprendre que je parle de logiciel, puisqu'en général, quand on dit serveur web, les gens ont tendance à penser à un serveur physique. En fait, un serveur web physique, c'est tout simplement un serveur sur lequel va être installé un serveur web logiciel. Donc par exemple, pour en citer que quelques-uns, on a Apache, Nginx ou 2IS. Le principe d'un serveur web, c'est qu'il va permettre de lire des requêtes HTTP envoyées par le client et de lui répondre en respectant sa demande. Donc ça fonctionne un peu de la manière suivante. Quand notre serveur reçoit une requête HTTP, il va d'abord la lire et récupérer les informations qui l'intéressent, comme les headers par exemple. Ensuite, il va effectuer une action en fonction de la ressource demandée par le client dans l'URL. Et une fois tout ça fini, il va construire sa réponse HTTP contenant bien sûr le code de statut et les headers, mais surtout les informations résultantes de l'action qu'il a effectuée dans le body de la réponse. Donc si l'action c'est de récupérer une image, le serveur va simplement mettre l'image dans le corps de la réponse. Mais bien sûr, dans ce cas-là, pas besoin de s'appeler développeur pour faire ça. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est lorsque le serveur va vouloir lancer un script et retourner le résultat de ce script au client. Cela signifie qu'il va falloir faire un programme qui réponde à une URL bien spécifique, et c'est vraiment ici que se déroule la grande partie du métier de développeur web back-end. Imaginez que vous faites un serveur web calculatrice, où les utilisateurs peuvent faire des calculs directement en envoyant une requête HTTP GET. Si le client demande la ressource addition/x/y, où x et y sont des nombres, on veut lancer un script qui va additionner x et y et retourner le résultat. Mais attention, on veut lancer le script uniquement si l'URL commence par addition et que les deux nombres sont corrects. Sinon, le serveur ne fait rien et retourne le code 404. Eh bien, un programme comme ça porte un nom. C'est ce que l'on appelle une API REST, c'est-à-dire une fonction disponible sur un serveur web que vous pouvez déclencher avec une requête HTTP et qui vous retourne un résultat simple et facilement exploitable. Donc ici, le résultat, c'est un simple nombre, mais on pourrait très bien avoir du texte, des données structurées sous forme de JSON ou XML, ou bien carrément du code HTML, si vous voyez où je veux en venir. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Dans ma vidéo précédente, on a vu que pour construire des pages web, on était plus ou moins forcé d'utiliser certains langages. HTML pour la structure et le contenu, CSS pour la mise en forme et JavaScript pour le comportement. Et la raison, c'est que ce sont des technos standardisés, et donc que ce sont les seuls qui vous garantissent que votre page fonctionnera correctement avec tous les navigateurs. Mais pour ce que l'on fait ici en back-end, absolument n'importe quel langage de programmation peut faire l'affaire, vu que la seule chose que l'on fait, c'est de déclencher des scripts sur commande. La seule chose dont vous avez besoin, c'est que votre serveur web soit compatible avec le langage que vous utilisez. C'est vraiment le seul critère. Vous voulez programmer en PHP? Vous pouvez, avec Apache et Nginx. Vous voulez programmer en JavaScript? Vous pouvez, en configurant un serveur web avec Node.js. Vous voulez programmer avec C# ou VB.NET? Vous pouvez, avec 2IS et l'immense framework ASP.NET. Vous voulez programmer en C, en Fortran ou en COBOL? Eh bien, vous pouvez aussi. Mais pour le coup, je vous le conseille vraiment pas. Ou alors vraiment pour le fun. Ou si vous êtes masochiste. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même construire votre propre serveur web, maintenant que vous savez comment ça fonctionne. Ça sert à rien du tout, mais je vous garantis que c'est un excellent exercice si vous voulez devenir très très bon en développement back-end. Bien sûr, tout ça c'est bien beau, mais ce que l'on attend vraiment d'un serveur web, c'est qu'il puisse retourner des pages web. Il y a deux grandes manières de faire ça. De 1, vous pouvez créer directement vos pages HTML dans le répertoire de votre serveur web. Si votre serveur web est malin, il saura récupérer les pages grâce à des URL simples, en regardant juste à l'endroit où elles sont situées, exactement comme une image ou un simple document texte. C'est ce que l'on appelle des pages web statiques. Ça veut dire que peu importe où, quand et comment les gens récupèrent votre page, elle sera toujours la même, vu qu'une simple page HTML n'applique pas de programmation côté serveur. Mais prenez la page d'accueil d'un journal ou votre mur Facebook par exemple. Le contenu change en fonction de la date et l'heure où vous vous y connectez. Et pourtant, si vous regardez le code source de la page,
ce n'est rien de plus que du simple HTML. Le secret ici, c'est que quand vous demandez la page en question avec HTTP, le serveur ne va pas juste vous renvoyer une page HTML. Il va en réalité lancer un script qui va venir construire une page HTML sur mesure pour ensuite vous la renvoyer. C'est ce que l'on appelle une page dynamique. Et je me souviens que quand j'ai commencé le PHP, j'ai galéré à comprendre pourquoi le code que j'avais programmé était différent de celui que j'avais dans mon navigateur. Alors que pourtant je faisais que récupérer mon fichier via l'URL comme je le faisais avec mes fichiers HTML. J'ai commencé à penser qu'il devait y avoir un complot des navigateurs qui avait pour ordre de faire disparaître toute trace de PHP dans le code source des pages et que seuls les hackers les plus vils pouvaient y avoir accès. Alors que pas du tout. La vraie raison, c'est que de 1, ça ce n'est pas du HTML, c'est du PHP, c'est-à-dire un langage de programmation qui permet de construire des pages HTML. Bien que la syntaxe porte un peu à confusion, puisqu'on utilise une balise PHP de la même manière qu'on utilise une balise style pour mettre du CSS ou script pour mettre du JS. Et de 2, cette URL ne pointe pas exactement sur un simple fichier, comme ça peut être le cas pour une page HTML ou une image, mais sur un script que le serveur web exécute et retourne le résultat. En l'occurrence, la page HTML que l'on a dans notre navigateur. Maintenant, vous connaissez le processus qui permet à un utilisateur de récupérer une page web, mais il manque quand même une partie du puzzle. Reprenons notre exemple de la page d'accueil d'un journal. On sait maintenant que la raison pour laquelle la page est différente à chaque fois, c'est parce qu'elle est construite à la volée par le serveur suite à la requête du client. Le principe derrière le script sur le serveur web, c'est que pour X articles, le script va venir rajouter une petite partie HTML dans le résultat final qui contiendra en général le titre de l'article, l'image de présentation, la description, etc. Mais pour que ça marche, encore faut-il que le serveur connaisse ces informations. Et pour ça, il faut d'abord qu'il les récupère quelque part, dans ce que l'on appelle une source de données, c'est-à-dire un endroit contenant plein de données qui vont être exploitées par le serveur web pour ces scripts. Alors une source de données, ça peut prendre plein de formes différentes, comme par exemple des fichiers JSON, XML, CSV ou même de simples fichiers texte. Mais la forme la plus puissante d'une source de données, c'est la base de données. Une base de données, c'est tout simplement un ensemble structuré de données pouvant être interrogées par des utilisateurs. Et contrairement à de simples fichiers, une base de données est contrôlée par un système de gestion de base de données, qu'on diminue souvent en SGBD ou serveur de base de données. Un SGBD, c'est un logiciel qui va nous permettre d'interagir extrêmement facilement avec une base de données. Et ça, c'est ce qui va représenter le dernier tiers de notre architecture, puisqu'il peut fonctionner indépendamment du client ou du serveur web. Selon le SGBD qu'on choisit, on va disposer d'un langage de requête qui va nous permettre d'interagir avec les données. Par exemple, si on veut les récupérer, en ajouter de nouvelles, les modifier, les supprimer, etc. Chaque langage est fait de manière à être le plus flexible possible, de manière à répondre à tous les besoins. Par exemple, trier les données avant de les récupérer, limiter le nombre de données dans le résultat, les récupérer sous certaines conditions, etc. Bref, on peut quasiment tout faire, même les trucs les plus farfelus possibles. Pour citer quelques exemples de SGBD connus, on aurait Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, etc. Vous remarquerez qu'on parle beaucoup de SQL ici. En fait, SQL, c'est un langage de requête qui est utilisé par énormément de SGBD pour faire leur propre langage. Donc en général, les SGBD s'inspirent, voire reprennent complètement le SQL et ajoutent leur syntaxe particulière par-dessus. Et c'est pour ça que les requêtes entre SGBD sont souvent similaires, voire identiques. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, les SGBD dits NoSQL ont tendance à s'éloigner de la norme SQL, souvent pour des raisons pratiques liées à l'architecture de leur base de données. Quoi qu'il en soit, peu importe votre SGBD, le principe d'une base de données est toujours le même. Vous allez envoyer une requête au serveur de base de données, et en fonction des instructions de celle-ci, le SGBD va aller agir sur les données et vous retourner le résultat. Par exemple, en SQL, si vous faites un select, le SGBD va aller sélectionner les données que vous avez demandées et vous les renvoyer. Si vous faites un insert, le SGBD va aller insérer les données que vous lui avez envoyées.
Si vous faites un update, le SGBD va modifier des données existantes, etc. Et vous remarquerez que comme avec le serveur web, vous n'avez quasiment rien à faire ici. Les seules choses que vous aurez à vous occuper, c'est de construire la base de données, la maintenir au fil du temps et bien sûr écrire les requêtes dans vos scripts. Quasiment tout le reste est pris en charge automatiquement par le SGBD. Donc pour conclure sur les bases de données, elles vous permettent de structurer et organiser vos données même en très grosse quantité, interagir facilement avec celles-ci et débrancher votre source de données de votre serveur web. Comme ça, si vous avez besoin de vos données avec une autre application, vous pouvez y accéder sans souci. Du coup, pour revenir à notre problème initial, pour construire la page d'accueil de notre journal, notre script va d'abord envoyer une requête à un serveur de base de données. Par exemple, il va pouvoir demander à récupérer le nom, l'image et la description des 20 derniers articles sortis. Le SGBD va alors interagir directement avec les données pour ressortir celles qui ont été demandées dans la requête et les renvoyer à l'émetteur. Et maintenant que le script a les données en main, il peut enfin les utiliser pour construire sa page web. Et vous remarquerez que vu que le script demande à chaque fois les 20 derniers articles, si un nouvel article sort, il apparaîtra bien sur la page d'accueil au détriment de l'ancien 20e article. Et ce pour exactement la même page web avec exactement la même URL. Récapitulons tout ce que l'on a appris sur l'architecture 3 tiers jusqu'ici. Quand un client demande une page web, il va envoyer une requête HTTP à un serveur web, en demandant la ressource spécifiée dans l'URL. Quand le serveur web reçoit la requête, il va avoir le choix entre directement retourner une ressource à l'utilisateur, comme une simple page HTML ou une image, ou bien de lancer un script et d'en retourner le résultat. Et bien souvent, le but de ces scripts, c'est de construire dynamiquement une page HTML. Parfois, ces scripts auront aussi besoin de travailler avec des données venant de l'extérieur, et quand c'est le cas, ils vont faire une requête auprès d'un serveur de base de données. Le SGBD va alors interagir avec la base de données, et si le script demande de récupérer des données, il va les renvoyer à l'émetteur. Et une fois que le script est terminé et que la ressource est récupérée, le serveur web va pouvoir renvoyer le résultat dans une réponse HTTP au client, et le navigateur va alors pouvoir afficher la page web. Le puzzle est enfin complet. Évidemment, tout ce que l'on a vu là, ce ne sont que les bases de l'architecture 3 tiers, et je me suis pas permis d'entrer dans les détails, parce que sinon j'en aurais vraiment eu pour une semaine complète d'explications. Néanmoins, vous avez maintenant toutes les clés en main pour pouvoir commencer à développer en back-end par vous-même. Tout ce qu'il vous faut, c'est simplement un langage de programmation avec son serveur web associé pour faire vos premiers scripts de création de page web. La plupart des gens conseillent PHP pour les gens qui débutent. Et même si ce n'est pas un langage très rigoureux, ni même très représentatif de la manière dont on code en back-end aujourd'hui, je dois admettre que ça reste un langage très facile et accessible à n'importe qui. Et donc ça peut être une bonne stratégie de commencer par celui-ci. Mais si vous n'avez pas peur du danger, vous pouvez directement commencer par de la ASP.NET ou du Node.js. Beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus concret par rapport au concept que j'ai expliqué tout au long de cette vidéo. Pour ce qui est des technologies dont vous aurez besoin, il vous faudra juste un navigateur, un serveur web et éventuellement un serveur de base de données. Alors ça paraît gros dit comme ça, mais ce n'est pas un souci, vu que vous pouvez avoir tout ça d'installé directement sur votre ordinateur. Pas besoin d'utiliser de vrais serveurs physiques. Les serveurs distants, ils interviendront à partir du moment où vous voulez diffuser votre site sur le web. Hormis ça, vous pouvez travailler facilement et gratuitement directement depuis votre ordinateur, sans même avoir besoin d'être connecté à Internet. Donc si vous décidez d'utiliser PHP, le plus simple c'est tout simplement d'installer WAMP Server, qui est une pile qui comprend un tas de bibliothèques PHP, le serveur web Apache 2 et le serveur de base de données MySQL, qui est très simple et parfait pour débuter. Mais encore une fois, libre à vous de choisir la pile que vous voulez, puisque je radote, mais l'architecture 3 tiers, c'est la seule chose qui restera toujours la même, peu importe quelle technologie vous utilisez. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez parfaitement compris ce schéma et que vous aurez bien pratiqué, vous serez capable de quasiment tout faire en développement web côté serveur. Et changer de langage, de serveur web ou de SGBD, ce sera comme changer de voiture. Il y aura un petit temps d'adaptation, mais vous n'aurez pas besoin de réapprendre à conduire.
Merci d'avoir regardé cette très longue vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris des choses ou simplement aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like, vous abonner et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça m'aidera énormément à populariser la vidéo et à faire grossir la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Et si vous voulez aller plus loin et apprendre à développer de manière efficace et intelligente, vous pouvez aller faire un tour sur mon site web ou vous inscrire à ma newsletter où je publie du contenu exclusif allant plus en profondeur sur ces sujets-là. À la prochaine.